Donc un petit point de situation épidémiologique pour commencer. Donc vous avez sûrement vu les derniers chiffres. On en est à environ 10 000 cas confirmés en Chine et dans certains pays. Il y a environ 1500 cas qui sont considérés comme sévères et environ 200 décédés. Il y a encore des cas suspects qui sont en attente de confirmation, donc ces chiffres bougent tous les jours, il faut les prendre avec précaution. On parle de 1500 cas suspects en attente. Sur les cas exportés, on en est à environ une centaine de cas dans 18 pays. Ce qui est pour l'instant rassurant, c'est qu'il n'y a pas, voire peu, de transmission secondaire sur les autres territoires que la Chine. Il y a eu quelques cas rapportés de cas de contacts rapprochés, mais c'est vraiment anecdotique pour l'instant. Donc ça veut dire que les mesures d'isolement et le suivi des contacts pour l'instant dans les pays autres que la Chine sont en place et fonctionnent. Alors après, sur les données qui ont été publiées à ce jour, il y a beaucoup d'articles scientifiques qui ont été publiés ces jours-ci dans des grands journaux, dans le Lancet, dans le New England Journal of Medicine. Donc ce sont des revues qui font référence pour nous aider à avoir de précisions sur la maladie, sur l'incubation, sur la symptomatologie, sur la sévérité, etc. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce que l'on sait, c'est que le délai d'incubation, il est en moyenne de 5-6 jours. Il peut aller de 2 à 12, maximum 14 jours. Sur la symptomatologie, donc on est sur des symptômes assez classiques de grippe, de fièvre, de douleurs articulaires, musculaires, de fatigue, puis de symptômes respiratoires, de toux, voire de difficultés respiratoires. Dans un certain nombre de cas, chez des personnes qui ont plutôt un âge avancé ou des pathologies sous-jacentes comme des insuffisances cardiaques, respiratoires, du diabète, ça peut devenir grave, voire entraîner le décès dans un petit nombre de cas pour l'instant. Sur la transmission, donc la transmission interhumaine, vous le savez, est avérée. Elle est plutôt soutenue, on pense. Sur la période de transmission, il y a des questions sur la contagiosité avant l'apparition des symptômes. Ça, on manque de données pour l'instant pour être affirmatif. Sur le réservoir, l'hypothèse, c'est qu'il y a un réservoir chauve-souris comme beaucoup de coronavirus, mais ce n'est pas confirmé. Il y aura probablement un hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme qui a transmis au départ ce virus. Voilà sur ce qu'on peut dire sur les données disponibles pour l'instant. L'autre actualité, c'est, vous le savez, donc hier soir, l'OMS a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, donc ça amène un certain nombre de mesures. Je pense qu'on y reviendra après sur les questions-réponses. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur le point épidémio et les points scientifiques des données disponibles. Merci. Merci beaucoup, Eric. Donc, alors maintenant, l'idée, c'est d'essayer de vous dire un peu qu'est-ce qu'on a mis en place ou on va mettre en place au niveau de la recherche. Alors, bon, vous savez qu'on a le réseau ou le consortium Reacting qui, en gros, essaye de coordonner la recherche sur l'ensemble des institutions françaises. Donc, c'est piloté par l'INSERM, mais pour l'ensemble des institutions de recherche françaises. Donc, on a très rapidement activé Reacting avec des chercheurs de l'ensemble des institutions. Il y a bien sûr l'INSERM, mais il y a aussi Pasteur, il y a aussi IRD, il y a aussi CNRS, il y a aussi CEA, il y a aussi les hôpitaux et les universités. Donc on a très rapidement activé pour essayer d'identifier les projets de recherche et les projets de recherche qu'on peut mettre en place rapidement, à plus moyen terme et à long terme. Donc là, je vais vous faire une listing des différents projets de recherche. La première chose, c'est qu'on a des patients qui arrivent. On ne connaît pas l'histoire naturelle de la maladie. Vous voyez dans les papiers qui commencent à sortir, sur les patients chinois, on commence à comprendre, mais ce serait bien qu'on essaie d'approfondir ça. Donc on a mis en place une cohorte avec les patients français, mais pas seulement avec les patients français, mais dans le cadre d'un projet européen. Donc en lien avec l'Europe, avec nos collègues allemands, avec nos collègues hollandais, avec nos collègues anglais, pour essayer d'avoir une cohorte pour comprendre. Ça, c'est vraiment important
Parce que, par exemple, sur les papiers qui viennent de sortir, il n'y a rien sur la cinétique virale. Juste pour vous donner un exemple. Pourquoi les patients, on sait que les patients s'aggravent à un moment donné au 7e jour. Pourquoi ils s'aggravent? Est-ce que c'est parce que c'est le virus? Est-ce que c'est l'immunité contre le virus? Est-ce que c'est une surinfection bactérienne? On n'en sait rien. Et donc ça, par exemple, sur les patients qui sont actuellement à Bichat, on est en train de le regarder par des prélèvements qu'on fait dans le cadre des protocoles qu'on va déposer, on a déposé pour essayer de comprendre. Et Bichat, mais aussi s'il y a d'autres patients, avec d'autres patients. Et ça, bien sûr, c'est vraiment très important pour essayer de mettre en place, du coup, des stratégies d'intervention. Par exemple, je ne sais pas, moi, s'il faut mettre des corticoïdes chez ces patients qui vont mal, si c'est immunitaire, si c'est antiviral, mettre antiviral. Et ça, je viendrai sur quel antiviral. Et après, si c'est sur infection, là, on a l'outil, c'est les antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place avec les autres collègues européens. Et c'est presque, on a presque tout ce qui est réglementaire. Parce que c'est vrai que quand on fait la recherche, c'est très important de le faire dans le cadre de la réglementation. Et il faut que la réglementation aille vite. Du coup, je remercie le pôle de recherche clinique de l'INSERM qui nous aide notamment pour ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le diagnostic. Sur le diagnostic, les tests diagnostiques, je pense que là, je ne vais pas en parler parce que Pasteur a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a peut-être des nouveautés que vous allez savoir sous peu. Donc ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut les féliciter pour tout le travail qui a été fourni. Il y a aussi le laboratoire de Bruno Lina à Lyon, qui est le Centre national de référence aussi des virus respiratoires. Donc ils travaillent ensemble. Donc en gros, c'est l'isolement de virus, culture de virus, mise en place d'un test diagnostique. Donc il y a des choses qui ont été faites et d'autres qui vont être faites. Donc ça, c'est le deuxième sujet de diagnostic où ça a été fait et c'est important, on l'a identifié comme un sujet important. Le troisième sujet, c'est le traitement. Il n'y a pas vraiment de traitement spécifique qui a été validé pour le corona. L'OMS va commencer assez rapidement un essai clinique randomisé international. Pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est pas fait. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout intégrer. Je pense que la recherche doit être internationale. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que chaque pays fasse son, parce que sinon, elle n'arriverait pas. Il faut qu'on mette les données. Les partages de données est extrêmement important. INSERM a signé hier une charte de partage des données avec l'ensemble des autres financeurs et chercheurs. C'est extrêmement important. Donc la recherche va se faire vraiment dans le cadre international. Et pour le traitement, un essai clinique qui va démarrer, nous, on a des experts. Et en attendant, on voudrait utiliser chez les patients graves, au moins, dans le cadre compassionnel, peut-être, des traitements. Alors, si vous voulez, pendant les questions, je reviendrai sur le type de traitement, les candidats potentiels. On a des candidats potentiels parce qu'il y a MERS coronavirus en Arabie Saoudite, et là, il y a même des essais cliniques qui ont déjà démarré. Autre sujet, c'est la prévention. Alors, la prévention, vous avez parlé de vaccins. Il y a 3 vaccins candidats au niveau international. Là aussi, il va y avoir des essais cliniques. On a demandé aux chercheurs français s'il y a des candidats vaccins, parce que vous savez en plus qu'il y a un appel d'offres européen qui vient de sortir hier pour 10 millions d'euros. Donc on va essayer de recenser s'il y a des gens sur le vaccin qu'on peut éventuellement essayer de pousser sur ce projet. Il y a 3 vaccins en phase 1 qui ont été identifiés. Ces vaccins-là, l'OMS veut l'utiliser au niveau des phases 2. Dans le cas d'épidémie actuelle, il y a des groupes de travail pour ça. Et il y a des chercheurs français là-dedans. Sur le traitement, il y a 2 choses que j'ai oublié de dire. C'est que si on arrive à cultiver le virus, on a des candidats traitement. Donc Bruno Lina a
un candidat de traitement à Lyon. Je crois que Sylvie Van der Werf a aussi à Pasteur. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer. La culture de virus va être très importante pour permettre d'évaluer ces traitements sur le plan in vivo, expérimental tout d'abord. Donc j'avais oublié. Donc ça fait partie des projets aussi qu'on va lancer. On a déjà leur draft. On attend juste que ça soit possible d'évaluer. Donc je vous ai parlé en gros d'histoire naturelle de la maladie, de traitement, des tests diagnostiques. J'ai commencé la prévention. D'abord, je vous ai parlé de vaccins. Il y a un autre sujet sur lequel on travaille d'arrache-pied actuellement. Comme vous savez, malheureusement, il y a eu des soignants qui ont été exposés. Et d'une manière générale, il y a des exposés. Il n'y a pas beaucoup de choses sur la prophylaxie post-exposition. Mais il y a quand même un ou deux articles de Corée du Sud sur le MERS. Donc on est en train de travailler sur un protocole de prophylaxie post-exposition, notamment chez les soignants. Ça veut dire que j'ai été exposé à un malade, de la même façon qu'on le fait pour d'autres maladies, d'essayer des traitements pour que je ne développe pas la maladie. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel on est vraiment activement en train de travailler pour le mettre en place rapidement, pour au moins évaluer les choses. Là aussi, si vous voulez, je reviendrai sur les candidats qui ont été identifiés. Donc voilà un peu les différents sujets sur lesquels on travaille en domaine d'histoire naturelle, prise en charge thérapeutique, prévention. Il y a deux autres parties importantes. Il y a la partie modélisation. Donc Victoria va vous en parler, parce que la modélisation est extrêmement importante, parce que ça permet d'aider les décideurs sur les interventions à mettre en place. Et là, sur l'ampleur de l'épidémie, sur l'impact des interventions, et c'est vraiment important, c'est quasiment permet d'aider le décideur dans sa prise de décision. Il faut que ce soit basé que sur la modélisation, bien entendu, mais c'est un outil important pour informer. Donc Victoria je ne vais pas développer parce que là c'est vraiment un axe fort où les chercheurs à l'INSERM mais aussi à Pasteur ont travaillé ensemble, main dans la main, pour essayer. Il y a même un papier qui est déjà sorti dans une neurosurveillance. Vous avez vu, il y avait une communiqué de presse, donc ils vont en parler, mais d'une manière générale, le travail continue. Il y a d'autres plans avec Santé publique France sur ça. Et enfin, dernière thématique, c'est sciences sociales. Donc on a un de nos chercheurs, INSERM IRD, qui va commencer un travail sur les sciences sociales, et notamment pour évaluer ce que vous dites. Non, je plaisante, mais pas pour vous, mais sur les réseaux sociaux, en fait. C'est tout ce qui est... Eric peut vous en parler éventuellement un peu plus de projets, mais c'est vraiment pour essayer analyser ce qui est dit au niveau des réseaux sociaux sur cette épidémie, l'impact potentiel, etc. On avait fait la même chose sur Ebola en RDC, et là, donc c'est un projet important, parce que je pense qu'il faut aussi regarder cet aspect-là. Enfin, juste, je termine par une dernière... on va organiser, donc l'OMS va organiser bientôt une réunion début février, je ne donne pas la date parce que c'est pas encore, mais ça va être bientôt diffusé. Début février, une réunion de recherche internationale pour justement mettre l'ensemble des priorités de recherche. Les financeurs vont les uns après les autres mettre des fonds de recherche et des appels d'offres. Et là, vous avez vu hier, donc la Commission européenne a mis 10 millions d'euros sur un premier appel d'offres pour le 12 février. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt, qu'on soumette et on participe. Et je pense, avant de passer la parole à Victoria, je finis pour dire vraiment, il faut que ça soit une recherche collaborative au niveau français, mais aussi au niveau européen et international. Et vraiment, on est dans cet esprit-là. Je pense que c'est une urgence. Travailler ensemble, partager, c'est extrêmement important. Et même, je pense que ceux qui ne partagent pas vont être sanctionnés. Non, sanctionnaires. Non, mais ils vont être sanctionnés en termes de. Ça va être dans la charte maintenant des journaux. On essaie vraiment de pousser au niveau international, ça au niveau des journaux. Très bien, merci beaucoup Yann, bonjour à tous. Alors, moi je voulais vous parler un peu de côté modélisation. Depuis le démarrage de l'émergence, on a activé très rapidement
cette partie de cette direction de recherche. Dans la phase initiale d'une épidémie émergente, comme dans ces cas, la question la plus importante qu'on voulait aborder, était de regarder un peu le risque, évaluer les risques d'importation de la zone infectée vers le reste du monde. On s'est focalisé bien évidemment sur la France et l'Europe. Et là, on a utilisé des modèles mathématiques et numériques sur lesquels on avait déjà développé dans le passé, qu'on avait déjà utilisé pour la pandémie grippale, pour le MERS, aussi pour Ebola, et étudier donc la propagation spatiale au niveau international. Et on a utilisé ces modèles qui se basent sur le trafic aérien. Donc on parle là de volume de flux aériens de Chine à l'international, avec le nombre de passagers. On a utilisé des données qui sont datées de janvier de l'année dernière, donc aussi autour de même date par rapport à la fête de Nouvel An, donc bien tenir en compte aussi des flux qui peuvent partir de la Chine autour du tourisme, etc. Et sur la base de ces flux, on a regardé les risques d'importation en Europe. On a étudié avant tout le risque d'importation d'un cas en Europe de la ville de Wuhan, qui était l'épicentre, qui est toujours encore l'épicentre de l'épidémie, mais qui à ce moment-là était la seule ville infectée. Et en fait, tous les cas exportés dans la première phase de l'épidémie venaient de Wuhan. On a regardé le risque pour l'Europe et après, une fois que les autorités chinoises ont mis en place une quarantaine avec aussi des restrictions du voyage, pas seulement en Chine, mais aussi au niveau international, donc ils ont fermé l'aéroport de Wuhan, on a fait d'autres hypothèses pour regarder le risque d'importation en Europe une fois que l'épidémie s'étend à d'autres provinces. Aujourd'hui, il y a déjà 33 provinces qui sont infectées. Et une fois que l'épidémie se propage sur d'autres régions, sur d'autres villes, il y a aussi d'autres aéroports qui puissent fonctionner comme seeding de l'épidémie, donc ça veut dire comme des points où il peut y avoir des cas qui prennent l'avion et après il arrive en Europe. Alors on a fait cette carte de risque. À quoi ça sert? Comme Yasdane disait, ça sert à identifier et évaluer le type de risque des pays donc, auxquels les pays sont sujets. On a identifié dans les top 3 pays en Europe, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et ça, c'était avant l'arrivée des cas en France et en Allemagne après. Ces cartes servent aussi pour essayer de comprendre un peu une évolution possible de l'épidémie. Bien évidemment, on sont sujets aux données qu'on a, donc on l'a mise à jour au moins 4 fois. On a publié 3 rapports. Le premier a été jeté pendant la nuit parce qu'il était déjà obsolète avec juste quelques heures. Et tout ça pour vous donner un peu l'idée du travail qu'on fait. Sont des outils qui doivent être mis à jour au contexte épidémique qu'on voit chaque jour. Ces contextes changent très très rapidement, donc c'est ça la difficulté primaire. Ces premiers résultats, au final, ont été publiés hier dans la revue Surveillance. On les a, avant de le publier aussi avec la communication de presse de l'INSERM, on les a partagés avec Santé publique France, la DGS, on les a partagés aussi avec le CDC, donc le Centre européen pour le contrôle et prévention de maladies infectieuses, et aussi avec l'OMS. Par rapport au point que Yasdane disait avant, donc le partage et la collaboration, il y a une grosse collaboration internationale sur le point de modélisation, donc du point de vue de la modélisation. Il y a pas mal de partage des données, des résultats, des estimations, même avant qu'ils soient publiés, donc qu'ils soient disponibles aussi pour vous. Et je trouve que tout ça, c'est très important. Il y a des échanges continus avec Santé publique France et les CDC
qui nous demandent par exemple de regarder certaines questions qui pourraient être des interventions possibles. Et nous, là, on est préparé à voir avec des modèles, à explorer plusieurs scénarios. En anglais, sont de what if scénarios, donc on imagine des scénarios hypothétiques avec la mise en place de certaines possibles interventions et ce qui peut se passer une fois qu'il y a une propagation aussi locale dans les pays européens. Avec ça, bon, je termine. Oui, oui. Voilà. Merci. Merci Victoria.